La fonction publique facilite les démarches. Le gouvernement veut lutter contre les lourdeurs dans le traitement des dossiers. La signature électronique est désormais possible. On en parle d'abord avec David Soyo et on se retrouve. Longtemps annoncée, la signature électronique est désormais une réalité. Lancée en début de semaine par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, cette solution digitale des actes administratifs dans le public revêt plusieurs avantages. Gain de temps, traçabilité, réduction des coûts de l'impression et garantie de l'authenticité des documents administratifs délivrés. Cette nouvelle procédure vise également à freiner les déplacements fréquents des fonctionnaires de l'intérieur du pays à Abidjan pour un document administratif. Pour la phase expérimentale, l'arrêté d'admission, de nomination, la décision de mise en formation et de fin de formation sont les actes traités. Le projet va s'étendre progressivement à tous les actes administratifs de Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, évidemment, c'est une nouvelle démarche. Quelle est votre appréciation? Je commence par vous, Félix Boni. Ce n'est pas la première innovation au sein du ministère de la fonction publique et je sens que depuis que la première femme est arrivée à la tête de ce ministère, notamment Anne Ouloto, elle essaie de marquer son empreinte parce que pour ce que je sais, ce sont jusque-là des hommes qui ont occupé ce poste ministériel. Elle essaie de marquer son empreinte par beaucoup d'innovations qu'elle essaie de faire. Récemment, c'était la question de la digitalisation. Maintenant, on passe à la signature électronique. Et moi, je suis pour les innovations également aussi. Et je pense que ces initiatives vont quand même permettre de réduire ces engorgements, cette centralisation de tous les dossiers à Abidjan, ces engorgements que ça crée, les difficultés. Et c'est tout ça qui entraîne finalement ce que j'appelle la corruption de l'administration ivoirienne. Quand vous avez besoin d'un papier ou de faire quelque chose que vous n'avez pas suffisamment de temps, vous venez, c'est comme ça qu'on passe par les sous-mains, comment ça se dit, c'est-à-dire les pourboires pour pouvoir passer rapidement, alors qu'une fois que tout est décentralisé, et c'est le sens de l'administration décentralisée, faire en sorte que les pouvoirs soient décentralisés dans pratiquement les départements du pays, et ça permet à tout le monde de pouvoir éventuellement délivrer des actes et permettre aux populations de ne pas se déplacer. Moins les populations se déplacent, le trafic est fluide à Abidjan, sur nos routes, moins d'accidents de circulation. Et je pense que dans chacun des ministères, chacun devait penser à une sorte de dématérialisation de certaines prérogatives pour que des gens puissent prendre le relais un peu partout, les différents relais dans les différents départements et régions, pour permettre aux populations de rester sur place, d'éviter tous ces mouvements qui est bien également pour leur sécurité, le transport qu'il faut payer. Parfois, il faut se loger à Abidjan, il faut se nourrir. Et je pense que les fonctionnaires devraient vraiment applaudir l'acte qui vient d'être posé. Par contre, comme toute innovation, ce sont des hommes qui vont mettre en œuvre. Et une fois que des hommes puissent effectivement mettre cela en œuvre, sans vraiment passer aussi par des petits filets, la corruption ne passe pas par là aussi. Oui, et puis il y a la question aussi de la protection des données à caractère personnel. Exactement. Heureusement que depuis 2013, donc, cette loi a mis dans ce vaste chantier de rénovation du secteur des TIC. Ces questions avaient été déjà prises en compte et adressées par l'autorité de régulation des TIC. Lansini Bakayoko. Oui, Félix l'a dit. Moi, je pense que c'est un projet extrêmement important, c'est un projet innovant. C'est vrai qu'au démarrage, ça concerne 4 ministères, le ministère de la Construction, l'alphabétisation et de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Mines. Mais c'est un projet qui va s'élargir à d'autres départements ministériels et finalement à l'ensemble de l'administration ivoirienne. Mais je dois préciser que c'est vrai, c'est le ministère de la fonction publique qui porte actuellement le projet, mais il y a d'autres administrations qui avaient déjà, on va dire, expérimenté la démarche. Je pense par exemple au ministère de la Justice, peut-être pas l'ensemble des services du ministère de la Justice, mais je sais par exemple qu'au tribunal du commerce, il y avait déjà des actes administratifs qui étaient confectionnés, qui étaient délivrés de façon électronique. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Voyez-vous, des fonctionnaires qui étaient peut-être en fin de formation ou, si vous voulez, qui devaient avoir un arrêté ministériel, qui doivent quitter Bouna pour revenir à Abidjan, je pense que tout ça a été onéreux. Et donc, cette digitalisation va permettre à l'ensemble des fonctionnaires et peut-être même des personnes qui bénéficient des actes administratifs d'économiser beaucoup d'argent, d'économiser, Félix l'a dit, la circulation, ça va fluidifier, et puis l'engorgement aussi au niveau des administrations.
Mais bien plus, le meilleur avantage, c'est la lutte contre la corruption. Parce que c'est quand il y a engorgement et qu'il y a contact humain, c'est en ce moment-là que toutes les dérives sont constatées au niveau de nos administrations. Donc, cette digitalisation va permettre, in fine, non seulement de moderniser l'administration, mais de soulager si vous voulez, les usagers du service administratif et permettre à l'administration de connaître une célérité au niveau de la délivrance des actes et améliorer la compétitivité de cette administration parce que, vous devez le savoir, l'administration ne considère plus les usagers comme de simples passagers ou ils les considère désormais comme des clients et donc le service doit être amélioré vis-à-vis des clients. Valentin Bougen. Oui, disons que c'est une évolution bienvenue, la signature électronique des actes administratifs. On ne peut que la saluer. Et puis, dire aussi qu'en fait, c'est une décision qui intervient dans un contexte bien précis. Vous savez que dans le programme de gouvernement du président de la République Côte d'Ivoire solidaire, eh bien, l'un des piliers de ce programme prescrit justement une administration plus compétitive et plus performante au service des usagers. L'enjeu principal de la dématérialisation de ces actes, c'est évidemment améliorer l'offre de services publics aux citoyens. Parce que c'est de cela surtout qu'il s'agit. Dans un pays moderne, le lien entre administration et société est capital. Et là, lorsqu'on dématérialise, cela permet au moins quatre avantages. Le premier, c'est la sécurité. La sécurité des actes qui vont être faits, d'où la nécessité donc de faire ce processus, de faire cette démarche au sein d'un processus bien tracé et autres. Je pense que c'est certifié aujourd'hui par la RTCI, qui est bien connue sur la place. Il faut un élément de certification pour sécuriser tout ce qui sera fait. Il y a la sécurité, il y a également, mes prédécesseurs l'ont relevé, il y a également le fait davantage de performance, de célérité dans le traitement des actes administratifs, parce que, comme vous le savez, il y a l'engorgement des services, il y a aussi des questions de corruption, il y a des questions aussi d'administration qui se marche un peu dessus. Bon, on dit non, le dossier se trouve dans tel ministère. Non, il se trouve que ce ministère en question attend une validation venant d'un autre ministère, ainsi de suite. On se rejette un peu la balle et au finish, c'est le citoyen qui en paye les prix. Et il y a également comme gros avantage, il y a la productivité qui va être boostée forcément parce que, comme ils l'ont relevé tout à l'heure mes prédécesseurs, eh bien, les gens vont plus se déplacer avec pour prétexte de suivre leurs dossiers dans différents ministères et en quittant des régions de l'intérieur du pays pour se retrouver à Abidjan ou ailleurs. Mais bon, ça, ce sont en gros les avantages qui sont liés à la signature électronique des actes administratifs. Maintenant, on attend, comme ils l'ont dit également, c'est une phase un peu pilote. Aujourd'hui, c'est une phase un peu pilote parce que ça concerne juste un nombre restreint de ministères. On attend, je pense qu'au fur et à mesure que ça va se déployer, on verra bien qu'est-ce qu'il en est et éventuellement, donc, les difficultés de départ seront surmontées pour offrir davantage de services publics de qualité aux citoyens. On termine avec Sylvain Debailly. Oui, évidemment, la signature électronique, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, je pense que c'est une innovation. Et si je me tiens à ce que disent mes confrères, je pense que c'est tout à son honneur, le ministère de la fonction publique, je veux dire, d'accélérer aujourd'hui une telle innovation, parce qu'à la vérité, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, la loi même qui encadre la signature électronique a été prise depuis 2013, donc on a quelque peu traîné. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque la signature électronique, selon les spécialistes, d'abord permet de gagner du temps et puis bon, de réduire les distances. Vous savez, ici, chez nous, on a eu cette habitude où tout est regroupé, concentré dans les mains d'un directeur qui est quelque part et duquel dépendent beaucoup d'autres personnes. Il faut attendre sa signature avant de prendre un acte. Ça fait des files, ça fait beaucoup de déplacements.
Et donc, si on peut aujourd'hui vulgariser la signature électronique au niveau de toutes les administrations, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a quand même des résultats. Hein, parce que, bon, à la vérité, on parle de signature électronique. Ça veut dire que par opposition, il y a la signature qu'on appelle la signature manuscrite. Vous comprenez, tout ce qui se fait électroniquement, c'est rapide. Alors que le manuel, là, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, on aura nécessairement un gain de temps, un gain d'argent, mais encore, ici, comme il s'agit d'une technologie, il va falloir s'entourer de toutes les garanties, parce que la signature électronique elle-même a ses exigences. Il y a la loi qui encadre, mais cette même loi pose un certain nombre d'exigences pour le signataire, parce que ce sont des données techniques, à la fois électroniques, et tout ça, on a besoin d'avoir dans ce monde, dans un milieu où on a déjà le phénomène de l'arnaque, il faut vraiment s'entourer de beaucoup de garanties. Et je pense que ceux qui sont là en train de promouvoir cette technologie-là vont pouvoir accélérer aussi les choses sur ce plan-là. Parce que si on peut permettre à tous les décideurs dans l'administration de pouvoir avoir la signature électronique, je pense que ce sera gagné. Donc il faut y aller. C'est une technologie qui est quand même assez intéressante. Il y a Boni qui veut réagir avant qu'on passe au sujet politique. C'est vrai que la loi a traîné un peu depuis 2013, mais la mise en œuvre, il y a la loi et puis il y a la mise en œuvre de la loi. Et comme on l'a dit, c'est une question de sécurité et de souveraineté également aussi. Et quand c'est comme ça, dans la mise en œuvre, ça peut traîner le temps que l'ARTCI, en tout cas, trouver tous les mécanismes de sorte à ce que ce soit vraiment sécurisé. Je crois que c'est tout ça qui a fait que ça a dû certainement traîner. Il va falloir qu'à ce niveau, par exemple, on soit un peu indulgent pour comprendre un peu pourquoi de 2013 à maintenant, c'est maintenant que c'est mis en œuvre. En tout cas, pour ma part, je salue... Je ne veux pas dire que c'est maintenant que c'est mis en œuvre, parce que moi, je connais un ministère comme le ministère de la Construction l'a déjà expérimenté, l'utilise, la signature électronique. Voilà. Il y a même des résultats qui sont probants. Il faut rappeler que le ministre de la Construction était ministre des TIC quand cette loi a été prise en 2013. D'ailleurs, c'est lui qui a réorganisé le secteur des TIC. Il en a vraiment profité au ministère de la Construction. En introduisant. Il a déclaré que si on est arrivé à près de 20 000 dossiers traités par an, en ce qui concerne la délivrance des ACD, c'est grâce à la signature électronique. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui était déjà utilisé, mais qui n'était pas vulgarisé. Que c'est maintenant que c'est peut-être beaucoup plus vulgarisé. Voilà. Et il y a même une enquête qui le dit, qui dit que oui, c'était une innovation, mais qui n'est pas beaucoup utilisée pour l'instant, parce que, bon, certainement à cause des garanties de sécurité. Oui, mais ce que je vais ajouter, c'est que la loi, quand elle est prise, elle énonce les grands principes. Donc, il faut des décrets d'application et puis quelques règlements à prendre pour pouvoir rendre la décision, si vous voulez, la loi efficace. Parce qu'une loi, c'est un tout. Les spécificités doivent être prises en compte. Donc, je pense qu'on peut imaginer que c'est ce qui a fait que la mesure a pris un peu de retard, mais comme vous l'avez dit, on peut appeler ça il y a beaucoup de ministères qui sont largement en avance. C'était en cours. Vous n'avez pas du ministère de la Construction. C'était des milliers de dossiers qui s'amoncelaient, plus de 22 000 dossiers qui s'amoncelaient. Mais aujourd'hui, avec ces signatures, ces procédures administratives, aujourd'hui, il y a une relative célérité au niveau de la production des actes, notamment au niveau du ministère. Et puis, je l'ai dit, au niveau du ministère de la Justice aussi, il y a beaucoup d'actes qui sont posés, faits avec célérité. Donc, il va falloir l'élargir, c'est vrai, mais je pense qu'il est rare aujourd'hui de trouver une administration, en tout cas un service administratif de l'État qui n'est pas digitalisé. Ça, c'est vraiment rare. D'accord, on va passer maintenant au deuxième sujet, le sujet politique. Les élections du 2 septembre vont prendre en compte le quota des 30% de femmes sur les listes. Les partis sont donc à l'épreuve de cette loi sur la représentativité des femmes. Davis Soyo. À moins de 3 mois des élections locales, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, s'est prononcé mardi dernier sur le code électoral. Plusieurs points du code ont été abordés, entre autres le quota des 30% au moins des femmes sur chaque liste électorale. Faute de quoi, cette liste serait frappée d'invalidité. Selon le président de la CEI, il y a 3 normes juridiques qui encadrent cette disposition, à savoir le code électoral renforcé par la loi de 2019, favorisant la représentation de femmes dans les assemblées élues, y compris le décret donnant les détails de l'application de cette loi.
Pour les spécialistes, cette condition du code électoral pourrait susciter une nouvelle crise au sein du climat politique ivoirien. Ah oui, David Soyo l'a dit, et justement c'est une inquiétude, j'imagine, pour les partis politiques. Est-ce que ces partis peuvent s'en sortir, Lanciné? Bon, je voudrais d'abord préciser que cette loi a été prise en 2019 et donc n'a pas gouverné les élections de 2018. Et en 2021, au cours des élections législatives, cette loi a été partiellement appliquée, mais il faut avouer déjà que sa mise en œuvre était déjà très difficile. Parce que pour les élections législatives, parfois, c'est des élections de liste, mais parfois, c'est des élections individuelles aussi. Une circonscription comme Yopougon, oui, il n'y a pas peut-être de problème. À Bobo, non plus, mais dans des petites circonscriptions comme à Suefri, comme à Gou, il y a un seul siège. Un seul siège, ça peut être problématique. Mais je pense que si on veut tenir cette loi de façon rigoureuse, je me demande si les élections pourront avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques même des candidatures qui ont été déjà déposées, il faut dire que le RHDP, à peu près, a 18 femmes sur ces 200 listes au niveau des communales. Et le PPACI en a à peu près 13 sur à peu près une centaine, et le PDCI en a une dizaine. Donc, quand on fait ce petit ratio, c'est moins de 10% pour l'ensemble. Donc, je me demande comment cette loi, si elle est rigoureusement appliquée, comment les partis politiques vont faire. Peut-être qu'il va falloir donner une période probatoire aux partis politiques. C'est vrai que les candidatures ne sont pas encore ouvertes, elles le seront probablement à partir du 1er. Donc, je pense que pour le moment, ça doit être un vrai casse-tête chinois pour les partis politiques. Mais ce que moi je voudrais ajouter, c'est que je ne comprends pas bien cette loi. Je suis gêné par cette loi parce que je pense que cette loi rame à contre-courant même de la Constitution ivoirienne qui promeut que les femmes et les hommes sont à égalité de devoirs et de droits. Donc je ne comprends pas cette loi qui me paraît une loi un peu paternaliste. Et les femmes devraient même la refuser. Parce que dans un monde où les femmes et les hommes sont égaux en droit, je pense que la compétition doit être ouverte pour que chacun parte à la compétition. Les femmes ont déjà un compendium. Donc il faut qu'elles se battent pour pouvoir rentrer dans les assemblées électives. Parce que cette manière de faire là, ça délégitime un peu la lutte féministe et il faut qu'elles reprennent la main pour demander que cette position de femmes et hommes à égalité soit assumée. Oui, Lanciné, ce que vous dites est vraiment à débat. Je prends d'abord la réaction de Félix Boni. Ce qu'il dit à débat, mais moi je soutiens fermement sa position. Je crois que cette loi, moi, elle m'a toujours gêné. Je dis, on en a parlé sur d'autres plateaux ici à la RTI. J'ai toujours dit, cette loi qui impose 30%, c'est encore une autre importation de l'Occident à l'Afrique, c'est-à-dire notre tendance à vouloir copier des choses qui viennent toujours de l'Occident. Et cette loi, elle relève purement depuis l'adoption de la résolution 3225 qui concerne la promotion féminine, la promotion du genre dans le monde. C'est une résolution onusienne qui, depuis un moment, a commencé à engendrer des mouvements féministes et tout ceci. Mais je ne crois pas que pour aller à des élections, pour gagner à des élections, on ait à choisir entre une femme et un homme. On cherche le candidat idéal pour gagner. C'est tout. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, c'est la compétence. Le candidat qui a du poids, qui est représenté, qui est connu, qui a une relation avec son public. Une élection, ce n'est pas le genre qui détermine, j'allais dire, la mobilisation des électeurs. C'est la qualité de l'électeur, sa relation personnelle avec la population. Bakayoko a tenté de donner les statistiques. Je vais donner les statistiques exactes sur chaque parti politique. Le PDCI et RDA, pour ce qui concerne les élections régionales, les trois grandes formations qui ont publié leur liste, des intentions de liste pour l'instant. Le PDCI et RDA a 2 femmes sur 27 aux élections régionales. Le PPACI, 2 femmes sur 22 aux élections régionales. Le RHDP, 2 femmes sur 31 aux élections régionales. Passons aux élections municipales. Le PDCI a 8 femmes sur 127 candidats. Le PPACI, 8 femmes sur 127. Le PDCI en a, excusez-moi, le PPACI a 13 femmes sur 127. Le PDCI, 8 femmes sur 190. Et le RHDP, 18 sur 200.
C'est-à-dire que toutes ces formations sont loin d'atteindre les 10%. 10%. Encore... En fait, vous parlez des têtes de liste. Est-ce Ça, que la loi... Oui, la loi, oui, la loi, je suis d'accord. La composition des listes. J'allais y arriver, je comprends bien. J'allais y arriver. Mais si on veut tant faire la promotion du genre, je crois qu'on devait commencer déjà par donner aussi des pouvoirs à des têtes de liste, ne serait-ce que 30% de têtes de liste, ce serait intéressant. Parce que ce ne serait pas vraiment faire la promotion, c'est vraiment faire une sorte de saupoudrage que de vouloir mettre des femmes à des postes de secondaire, tertiaire, c'est-à-dire des conseillers, simples conseillers municipaux et régionaux quelque part, mettre quelques femmes pour juste avoir ces 30% pour aller aux élections, que de ne pas avoir des femmes qui sont têtes de liste quelque part. Je crois que si on doit appliquer cette loi, on devait avoir au moins 30% de femmes têtes de liste. Mais déjà, c'est très compliqué. Mais c'est tout ça pour dire que ce n'est pas le genre qui définit la qualité d'un candidat éligible, mais c'est plutôt la qualité de l'électeur lui-même. Et cette loi qui exige 30%, elle sera toujours difficile à appliquer parce que dans nos formations, et puis pour devenir candidat, c'est chacun qui vient proposer sa candidature. Parfois, le parti politique essaie de susciter un peu, mais parfois même, c'est la base même qui dit « nous, on veut tel candidat » parce qu'il y a des formations politiques qui ont un secrétariat départementaux, régionaux, et des fois, c'est ce secrétariat-là qui désigne le candidat pour dire « voilà telle personne qui a vraiment tel ancrage dans notre département, dans telle commune, et si cette dame, elle est avec son mari à Abidjan, qui ne va jamais dans son village, ou le village de son mari. Elle ne pose aucun acte, elle n'a aucun lien avec les populations et qu'elle ne peut pas être éligible, quand bien même elle militera dans son parti politique ici à Abidjan, mais elle ne pourra pas faire l'affaire. Donc il ne faudrait pas qu'on contraigne les partis politiques à faire, appliquer des règles que j'appelle des règles occidentales importées et qu'on n'arrive pas à africaniser, tropicaliser pour que ça ressemble à nos réalités. Mais vous aurez les femmes sur votre dos. Ah non, pas du tout. Par contre, effectivement, il faut les impliquer quand même dans la vie politique. Aider les femmes, aider les femmes, c'est d'ailleurs, dire aider les femmes même, c'est déjà même les minimiser. Faudrait pas, il faut éduquer, chacun doit éduquer. Moi, je n'ai que des filles, je n'ai pas de garçons. Je n'ai que des filles. Mais j'éduque mes filles de sorte qu'elles ne se considèrent pas comme femmes ou garçons. C'est-à-dire, à compétences égales, elles se battront avec les garçons. C'est-à-dire même dans les arts martiaux, je dis, vous rentrez dans les arts martiaux, toutes petites elles sont dans les arts martiaux. Demain, vous la rencontrez, vous voulez la battre, mais peut-être elle va vous humilier. C'est-à-dire, vous allez penser que c'est une femme, je peux la battre, mais elle va vous humilier. Bon. C'est-à-dire que ça commence par l'éducation. Vous n'êtes pas violent. C'est une question. Non, ça, c'est pas de la violence. Elles se défendent bien. D'accord. C'est pour se défendre. Je le dis pour dire que c'est des questions éducationnelles. Et puis, en Afrique, on a des réalités. Nous, en Afrique, on a certaines réalités. Il ne faudra pas importer systématiquement ce genre de... Je ne fais pas injure à nos députés, mais je pense que cette loi est un peu précipitée. D'accord. Mais alors, Lansine, vous me permettez juste le regard des deux autres. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec vous. Valentin Mougen, est-ce que, comme Lansine Bakayoko et Félix, pour vous, il faut peut-être laisser les choses se faire, ou cette loi, tout simplement, n'est peut-être pas... C'est pas le moment? Moi, je pense que quand on légifère, quand il y a une loi qui est prise, c'est pour qu'elle soit appliquée. Il faut se donner les conditions, créer les conditions pour que la loi soit appliquée. Si à un certain moment, les autorités ont estimé qu'il fallait une loi, comme on dit, de discrimination positive pour aider les femmes justement à pouvoir prendre davantage de place dans le jeu politique, c'est que ça répondait à un besoin réel à ce moment-là. Maintenant que la loi est prise, est-ce que parce qu'elle n'est pas appliquée, il faudrait donc s'en sortir? Est-ce qu'il faudrait sortir de cette loi juste parce qu'elle n'est pas appliquée? Je pense qu'il y a un problème plus général. J'ai bien écouté mes prédécesseurs. C'est vrai, il faut tenir compte de la réalité. Bon, on parle d'importation, peut-être de pratiques venues d'ailleurs, mais la réalité, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et autres. La réalité, c'est celle d'un environnement qui ne promeut pas suffisamment la femme. Et dans un tel environnement, si on veut rester très intellectualiste, on dira non, bon, il y a égalité, il y a parité et autres, mais sur le chemin de la parité, si la parité n'arrive pas maintenant, c'est toujours bon d'y aller progressivement. Déjà à 30%, on n'y arrive pas encore, et que dire si c'était la parité? C'est progressivement qu'on y arrive. Et quand on y arrive, à mon sens, ce n'est pas parce que d'autres pays l'ont fait qu'il faut forcément le faire, mais nous-mêmes, quand nous réfléchissons, qu'est-ce que nous pensons de cette situation? Est-ce qu'il est bien que nous, Bonny l'a dit tout à l'heure, bon, il date des filles, tout ça, est-ce qu'elles doivent avoir un complexe parce qu'elles sont filles? Non.
Au contraire, on regarde, ça c'est la période d'ailleurs, vous assistez à toutes les manifestations de prix d'excellence et autres dans les établissements, vous verrez que la plupart, ce sont les filles. Ce sont les filles qui remportent tous ces prix. Mais qu'est-ce qui se passe en chemin pour que ces filles si excellentes à l'école, si excellentes même à l'université aussi, qu'on ne les retrouve pas suffisamment dans la vie politique où elles ont leur mot à dire. C'est pour cela qu'il faut les encourager et, c'est pour ça que les moi, 30% sont faits pour ça. Voilà, et c'est pour ça que je dis que les lois de discrimination positive, à mon avis, c'est sur le chemin pour y arriver. Parce que le contexte, si on laisse le contexte fonctionner tout seul, elles n'y arriveront pas parce qu'il y a plein de freins, qu'il s'agisse de freins socio-culturels, que ce soit déjà et les hommes aussi sont des freins. vies politiques qui ont été très masculines par le passé et qui, naturellement, les gens ne veulent pas lâcher du lest. Donc, comment faire pour que les femmes qui sont excellentes par ailleurs, qu'on les retrouve également, c'est pas la volonté de ces femmes d'émerger au plan politique qui manque, mais ce sont les pesanteurs socio-politiques, socio-économiques. Sylvain Debailly. Oui, moi je pense que cette loi est peut-être bonne en certains points, mais quand on se met dans le contexte actuel où c'est la CI qui devient désormais l'avocat de ces femmes-là, bon, je me dis qu'à 2 mois, du scrutin, c'est peut-être un peu tard. C'est peut-être un peu tard. Bon, est-ce qu'au niveau des partis politiques, apparemment, il ne devrait pas avoir de problème parce que les partis politiques sont en avance sur cet aspect des choses. Parce qu'ils sont quand même censés savoir cela. Quand je dis qu'ils sont en avance, quand je prends un parti comme le PPACI ou bien le RHDP ou les grands partis, le PDCI, partout dans leur politique, ils parlent toujours de cette proportion de 30%. Il y en a même qui parlent d'un tiers, du 33% de femmes dans tous les instants de décision. Donc, au niveau des partis politiques, je ne pense pas que ça puisse poser véritablement un problème. Là où ça doit poser problème, ce sera peut-être avec les candidatures indépendantes qui s'étaient peut-être déjà constituées et pour qui il faut maintenant recomposer la liste de peur de l'avoir invalidée. Vous comprenez? Mais je pense que c'est un combat qui est peut-être à l'ère, qui veut épouser l'ère du temps. On parle très souvent de cette question du genre, les débats sur le genre et les femmes dans les assemblées élues. Bon, je pense que c'est une bonne chose parce que, quand on prend aujourd'hui même le dernier recensement en Côte d'Ivoire, on parle de près de 48% de femmes sur l'ensemble de la population. Donc ça fait 50-50 pratiquement. Pratiquement. Quand on regarde également aujourd'hui dans nos classes, depuis le primaire jusqu'aux classes du supérieur, il y a de plus en plus de filles. Il y a même des classes, il y a même des salles de classe où les filles sont plus nombreuses que les garçons. Vous comprenez? Donc, quand on a un tel contexte, c'est bien d'avoir ce genre de dispositif-là pour pouvoir encourager ces jeunes filles qui ont envie peut-être de s'insérer dans la société. Mais encore une fois, moi je le dis, on n'ira pas chercher les femmes tout le temps. On n'ira pas les chercher. Il faut qu'elles viennent elles-mêmes. C'est la chose politique. Il faut, plus que jamais, ceux qui mènent ces débats féministes et autres, il faut sensibiliser les femmes. Et est-ce qu'elles ne viennent pas? Parce que justement, l'environnement... Oui, mais quand je dis, il faut qu'elles viennent, il ne faudrait pas qu'elles aient peur de l'environnement, parce que de toutes les façons, cet environnement-là est le leur aussi. Et donc, ceux qui font la promotion de... Oui, les hommes parfois qui font... Voilà, de cette politique, doivent s'armer de tous les arguments pour convaincre les femmes. Et puis... Voilà, il faut qu'on arrive à convaincre les femmes pour dire que leur place est aussi dans la politique. Est-ce qu'on a eu besoin d'aller chercher Marie Corée? Est-ce qu'on a eu besoin d'aller chercher des dames comme Kandia Kamara? Est-ce qu'on a eu besoin d'aller chercher des dames comme Marie-Oudette Lerougnon? Est-ce que ce ne sont pas des exceptions finalement? Est-ce que ce ne sont pas des exceptions? Ce n'est pas des exceptions. C'est-à-dire l'amour pour la politique, la chose politique, ça naît comme ça. La première ministre actuelle en Italie, quelqu'un allait la chercher. Mettons nos filles à l'école. Et d'ailleurs, je suis heureux que Madame Mariam... la dame de la direction de la DECO qui a donné les résultats, qui a dit que cette année, pour l'entrée en 6e, il y avait plus de filles que de... Nimaga. Voilà, Nimaga. Il y avait plus de filles admises que de garçons. Ça vient. C'est pourquoi je parle de précipiter.
On n'a pas besoin de donner un coup de pouce aux femmes pour que vous êtes femme. Ah non, ne les stigmatisons pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement? Parce que de toutes les façons, il faut promouvoir les femmes. Et puis la loi est là, il faut l'appliquer aussi. Pas hier, hein. Celle que je viens de citer aujourd'hui, Madame Kandia Camara, elle est ministre d'État dans le gouvernement actuel. Elle est l'une des ministres qui a le plus de longévité dans le gouvernement Ouattara actuellement. On n'est pas allé la chercher. Est-ce qu'elle s'est nommée elle-même? Elle ne s'est pas nommée elle-même, mais elle a milité dans son parti politique. Vous l'avez vu comme elle était au front quand elle était présidente des femmes. Est-ce qu'on allait chercher Madame Marie? Il y a également beaucoup de femmes Elle militent dans des partis politiques, mais qui après sont invisibilisées. C'est ça, il ne faut pas le nier. C'est ce que j'appelle le contexte des pesanteurs socio-culturels. Et si nous n'aidons pas, justement, si on fonctionne en se disant non, que chacun se batte, eh bien on n'y arrivera pas. On aura toujours des... Grand frère, je vous donne un exemple. Parce que militer aussi, c'est militer. Si c'est pour aller faire de la figuration, pour porter un t-shirt, pour avoir des prébandes rapidement et partir, ça aussi... Aujourd'hui, je donne un exemple. Dans les partis aujourd'hui, vous avez cité des dames. Oui, la jeune dame Fleur Akembo, qui est avec le PPAC, qui fait aujourd'hui la fierté des gens au PPAC. Vous voyez, elle a quel âge? Mais elle a commencé déjà maintenant. Elle a voulu être députée. Elle est candidate aux élections municipales. Elle fait partie des rares femmes, des 13 femmes sur les 127 candidats du PPACI. Mais elle a commencé. Quelqu'un n'est pas allé la chercher. C'est-à-dire qu'une femme bien formée, formons nos filles. Quand elles sont bien formées, on n'aura pas besoin d'aller les chercher. Elles vont se décider elles-mêmes. Apparemment, vous êtes dans le principe, papa. Mais la loi des 30% est là, il faut bien l'appliquer et ça va le faire. C'est en cela que je voudrais dire à mon frère, la CEI n'a rien à y avoir. La CEI, c'est un fonctionnement carrément purement administratif. Sinon, on leur a dit que si les listes ne respectent pas tels critères, vous les rejetez, mais la CEI, elle l'applique. Donc, je pense que pour l'instant, le débat c'est pour cette raison. Cette affaire d'alternance, ça dit qu'il faut alterner les noms et tout ça. Bon, ça... Non, je ne suis pas en train d'accuser la CEI, mais moi je dis et je soutiens cette position, à savoir que les femmes, elles doivent venir. Mais avant qu'elles ne viennent, il faut aussi que, quand on regarde le contexte ivoirien, il faut apaiser. Il faut apaiser parce que ce sont les violences de ces dernières années qui effraient les femmes, qui font que les femmes ne veulent pas venir en politique. Donc, en même temps qu'on veut promouvoir cette loi, ce quota de 30%, il faut aller de plus en plus vers un climat politique apaisé. Déjà, il faut prendre soin de celles qui sont là aussi dans les partis politiques. Oui, bien sûr. Mais si le climat politique est apaisé, les femmes viendront. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on n'ira pas toujours les chercher, il faut qu'elles viennent. L'enseigner. D'abord, je voudrais commencer par là où Félix a terminé. Je pense que la CEI ne fait qu'appliquer des lois. La CEI, ce n'est pas elle qui invente les lois, ce n'est pas elle qui crée les lois. Je pense que c'est les députés eux-mêmes qui créent les lois et la CEI ne fait que les appliquer. Maintenant, nous, on a la possibilité de critiquer ces lois. Mais ce que je vais dire, à titre... il faut que les femmes prennent leur destin en main. Valentin parle d'un coup de pouce. Je dis que ce n'est même pas conforme à notre vision actuelle du monde. Parce que nous voulons un monde ouvert, un monde de compétition. Et puis, en politique, l'acte de candidater est un acte volontaire. On ne va pas aller tirer les gens de leur chambre pour venir les poser comme des candidats. Est-ce que quelqu'un a déjà interdit à une femme d'être candidate à une élection en Côte d'Ivoire? Non. À ma connaissance, la réponse est non. En revanche, je constate que les femmes, elles veulent généralement des postes de nomination. Elles préfèrent les nominations qu'aller à la compétition élective. Je donne... Oui, mais laissez-moi, j'ai un argumentaire à donner. C'est sa lecture. J'ai un argumentaire à donner. Pourquoi je le dis? Les femmes ont un compendium en Côte d'Ivoire. Et si vous remarquez, ce compendium est réactivé chaque fois qu'il y a la formation d'un gouvernement ou il y a des nominations dans les directions générales ou dans des structures administratives. C'est là que le compendium des femmes sort. Et quand on a écouté la présidente du compendium, Mme Euphrasie Yao, elle dit « nous avons du personnel ». C'est ce qu'elle dit. Que l'argument qui consistait avant à dire que les femmes n'étaient pas, il n'y avait pas suffisamment de femmes, il n'y avait pas de compétences, que cet argumentaire n'est plus valable, qu'il y a des femmes. Ça veut dire que les femmes sont là. Mais pourquoi elles ne veulent pas aller aux élections? Parce qu'elles ne veulent pas, à mon avis, faire de la compétition. S'il s'agissait tout de suite de nommer un gouvernement, je suis sûr que cette dame aurait sorti son document pour dire voilà nos listes. Elles ne viennent pas à cause de la violence. Non, oui, mais en politique, la politique est faite aussi de violence. La politique, ce n'est pas un fleuve tranquille. La politique, c'est pas... La violence recule, elles vont venir.
La politique, ce n'est pas un fleuve. À elle de venir pour que la violence recule. C'est ma conviction. La politique, c'est le rapport de force permanent. Ce n'est pas un lit où on vient pour que tu donner. viennes Non, te ce n'est pas coucher. ça la politique. Donc, si quelqu'un rêve d'un monde politique sans violence, je pense que cette personne n'a pas sa place en politique. Donc, je pense que les femmes doivent prendre le destin. Mais moi, je les y encourage d'aller à la compétition, d'aller se confronter aux femmes. Vous pensez que Hortense Akangui, qui a passé plus de 40 ans, 30 ans à Port-Boué, on lui a donné ce poste? Non. Elle s'est imposée, elle a pris du pouvoir. Marie-Odette Lerougnon, il en parlait. Elle a pris du pouvoir. Mais il faut s'imposer. En politique, c'est le terrain qui gouverne. En politique, c'est le terrain qui gouverne. Si vous êtes une femme politique, vous êtes un homme politique, si vous vous imposez, je pense que Fleur Akengbo n'est pas la plus jeune, mais c'est parce qu'elle est la plus jeune au PPAC. Bon, d'accord. Alors, elle monsieur, on va faire un dernier tour. elle est agressive. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui de s'imposer à Agboville. Si on elle devient le candidat naturel du PPACI au niveau des communautés d'Agboville. Il n'y a rien en politique si ce n'est la lutte du terrain. Oui, ça c'est un principe. Mais on a la loi à côté qui doit être appliquée de toutes les façons, notamment pour ces élections. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, s'il y a peut-être lieu de changer Non, des on ne va listes? pas changer la loi à 2 mois du scrutin. La loi existe, il faut l'appliquer, simplement. Si on ne l'applique pas, c'est à nouveau une forfaiture. C'est simple. Il faut appliquer la loi telle qu'elle est. Maintenant, on attend de voir si la CEI va véritablement appliquer, invalider des listes qui ne comportent pas les 30%. On attend de voir. Mais si on veut laisser les choses en l'état, encore une fois, les partis politiques diront oui, bon, c'est vraiment précipité, c'est occidental, ces choses-là. Et puis, on en sera toujours là. Dans 5 ans, on en sera toujours là. Si on ne prend pas... C'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, vous avez plein d'associations de femmes qui se battent et qui, sur la place publique, réclament des sanctions. Elles ont d'ailleurs déploré. Oui, réclament des sanctions. Parce que si on laisse les choses en l'état, au volontarisme des uns et des autres, les femmes ne seront jamais prêtes pour cela. Il y a une loi qui existe, il faut l'appliquer. Sylvain? Oui, je dirais d'abord que malheureusement, si ces plateaux ne sont pas là pour se défendre, pour défendre ce point de vue-là aussi, mais je crois que la loi est là comme... Alors qu'elles sont très souvent sollicitées pour venir sur ce plateau. Pourquoi elles ne viennent pas? C'est la preuve qu'elles veulent... Alors on n'ira pas, encore une fois, on n'ira pas les chercher. Elles fuient l'espace public. Il faut qu'elles viennent, mais je veux dire que ici, la CEI, de façon mécanique, va peut-être appliquer la loi. C'est une première expérience. Ce sera peut-être une petite révolution à l'ivoirienne que viendront peut-être au pied d'autres pays. Et donc, il faut peut-être laisser la loi s'appliquer et puis on verra au bout du compte. Mais c'est les quelques petits principes qui accompagnent cette application-là, moi, qui me gênent un peu quand on dit on veut déjà des femmes. Si elles viennent, c'est déjà tant mieux. Maintenant, quelle position elles occupent sur les listes? Bon, je crois que... Parce que ça aussi, c'est important, oui, il faut le dire. Voilà, si c'est un homme qui était des listes, en deuxième position, il y a une dame, ainsi de suite. Donc, il y a ce travail jusqu'à ce qu'on ait les 30%. De toute façon, celui qui compose sa liste sait au moins quel objectif il veut atteindre avec cette composition-là. Donc, on devait quand même être un peu... Peut-être qu'on restera sur le principe général, 30% tout court sur la liste. Oui, 30%, on verra bien ce que ça va donner, mais bon. Félix, il faut appliquer la loi, malgré votre position. Le 20 Je vois qu'il n'est pas d'accord. On n'a pas le choix, on va appliquer la loi. Juste une parenthèse pour dire que ces femmes, ces associations qui se battent pour dire qu'il faut sanctionner, elles sont composées et dirigées par des intellectuels, des femmes universitaires, magistrates, juristes, mais aucune d'elles n'est candidate nulle part. Oui. Aucune d'elles. C'est-à-dire qu'elles se battent pour une cause pour laquelle elles-mêmes, elles refusent de s'engager. Les sœurs sont... Elles font partie aussi. Elles sont les sœurs des autres aussi. Il faut qu'elles commencent à donner l'exemple. On ne se bat pas comme ça dans le vide. Donnez l'exemple. Quand vous donnez le ton, les autres vont vous suivre. Alors, la loi est tirée, la loi est votée, il faut l'appliquer. Et je pense que la loi sera appliquée et ce ne sera pas difficile à appliquer parce que si ça peut avoir 30% sur la liste, je pense que chacun se fera l'effort quand même d'inscrire 30 noms de femmes sur sa liste pour que sa liste puisse passer. Avant de les reléguer. Non, ce n'est pas forcément 30 noms. Il n'y a pas d'ordre de pression. 50 conseillers, c'est peut-être 15 ou 16 femmes.
Mais il n'y a pas d'ordre de préséance sur les listes, c'est juste avoir les 30% sur sa liste. Donc je crois que il y a la question de l'équilibre aussi qui a été évoquée, mais peut-être qu'il va passer plus tard en seconde position. Alors messieurs, merci, on va sortir du pays. Il y a une offensive et ensuite un retrait immédiat, un retournement de situation en Russie qui est diversement apprécié dans le monde. Que s'est-il passé entre Prigojine et le patron de Wagner et Vladimir Poutine? On en parle avec David Soyo. Contre toute attente, l'armée privée russe Wagner a défié le pouvoir de Moscou avant de faire volte-face 24 heures plus tard. Tout commence dans la nuit du 23 au 24 juin, après que le patron du groupe d'armée privée, Evgeny Prigojine, a déclaré avoir été l'objet d'une attaque aérienne des forces régulières russes. Ces troupes, jusque-là positionnées en territoire ukrainien, ont traversé la frontière et sont entrées dans la ville de Rostov, où se trouve le quartier général du commandement sud de l'armée russe, lieu de coordination des opérations militaires en Ukraine. Selon Evgeny Prigojine, quelques heures lui auraient suffi pour s'emparer de ce quartier général et des sites militaires. Déterminé, il disait être prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine a dénoncé une trahison contre le peuple russe et a promis une réponse implacable contre les auteurs de la mutinerie. Finalement, en début de soirée, l'assaut de Moscou voulu par son leader Evgeny Prigojine et sa troupe a été abandonné grâce à la médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Alors messieurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, une scène de théâtre finalement en Russie, cette offensive qui n'aboutit pas, Valentin Voguen, qu'est-ce que vous savez de la situation? Ce que j'en sais, c'est ce que les médias, en l'occurrence les médias occidentaux disent, puisqu'on nous a coupé de toutes les sources d'informations russes la plupart du temps. Donc ce dont nous disposons, c'est ce que nous racontent les médias occidentaux, qui naturellement sont également partis au conflit. Donc ce que nous avons vu, ce qu'ils nous disent ces médias, c'est que M. Prigojine, il est à quelques kilomètres, 400 kilomètres de Moscou. Après, il a battu en retraite, soi-disant sous la médiation du président biélorusse. C'est ce qu'on en sait. Mais en réalité, il est encore trop tôt pour véritablement dire ce qui s'est réellement passé sur le terrain. On n'en sait pas plus que cela. Comment est-ce qu'il a pu arriver donc avec une telle facilité à s'emparer, par exemple, du quartier général du commandement militaire russe dans cette partie-là du pays, à Rostov? Comment il a pu y arriver aussi facilement? On se perd en conjecture. Une fois sur le chemin, le comportement de ces troupes, selon ce qu'on en a dit, n'était même pas le comportement des gens qui sont prêts à aller prendre une capitale. Ils étaient assis dans des cafés tranquillement, en train de prendre les cafés, de faire les emplettes et autres. Donc il y a beaucoup de non-dits dans ce qui s'est passé, beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Par contre, ce qu'on sait avec plus ou moins de certitude, c'est que en fait, cette histoire, ce n'est en réalité que le dénouement quasi tragique d'une succession d'actes de défiance de M. Prigojine vis-à-vis de l'armée russe, puisque, comme vous le savez déjà, le caractère même du personnage, c'est un personnage assez sulfureux, pour dire le moins, et qui est très lié à Vladimir Poutine, le président russe. Et donc, on se demande comment est-ce qu'il a pu le faire, comment même déjà, sur le théâtre des opérations, il a pu se mouvoir tranquillement, n'eût été vraiment une sorte de proximité avec le président russe. Donc, il y a toutes ces questions qui sont encore dans l'air. Est-ce qu'il n'aurait pas été manipulé également? Est-ce que finalement, vu sa personnalité très égocentrique et autres, est-ce qu'il finalement il ne s'est pas dit, écoutez, en se basant sur ces faits d'armes à Bakhmut, où il y a eu l'une des rares victoires russes de ces derniers mois, est-ce qu'il ne s'est pas dit sur la base de ce succès, eh bien, c'est le moment pour moi d'essayer de me faire voir sur la scène politique? C'est autant de questions, c'est des conjectures. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, encore plus ce qui va se passer, d'autant plus qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on ne sait pas exactement où se trouve M. Prigojine. Sylvain Debaye, vous êtes d'accord, tout est vraiment flou, on ne comprend pas grand-chose? Oui, tout est flou, c'est vrai, mais
pour ce que nous avons vu également, ben, moi j'ai trouvé cette scène-là assez surréaliste. Prigojine qui dit vouloir s'emparer de la capitale Moscou, qui a commencé à faire des déclarations tapageuses, et puis en moins de 24 heures, qui fait demi-tour. Ben, il y a à se demander. Ben, moi, j'ai surtout aimé le sang-froid de Poutine dans la gestion de ce qu'on peut appeler une crise d'une journée, parce que ça aurait été un autre, il aurait directement engagé les hostilités, mais connaissant peut-être mieux son allié, il a procédé peut-être par sang-froid, en évoquant, en tout cas en contactant tous ses alliés de la zone. Vous avez vu que finalement, pour ce qu'on sait, c'est que c'est finalement le président biélorusse qui a décanté la situation à l'espace d'une journée et qui a permis donc à Prigojine et ses troupes de faire demi-tour. Et ce que je trouvais quand même surréaliste, c'est de dire que bon, Prigojine, après avoir fait plusieurs fois du chantage sur l'état-major russe, pense maintenant avoir des pouvoirs pour pouvoir s'emparer de Moscou et ainsi donc compter aussi dans cette grande Russie-là. Sinon, je ne comprends pas comment, avec des troupes de 25 000 personnes, on puisse prendre le pouvoir du côté de Moscou. Je trouvais ça quand même surréaliste face à un Poutine qui est aujourd'hui, avec la guerre qu'il mène en Ukraine, qui a quand même les moyens de mater une rébellion. Il en a les moyens, mais il a quand même salué surtout la médiation de Loukachenko. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, il s'en réjouit. Oui, il peut s'en réjouir, mais j'ai dit que ça a été quand même ce n'est donc pas un banal. sang-froid. Hein, il a géré cela avec tact, avec sang-froid, et c'est quand même à saluer parce que l'essentiel pour lui n'est pas là, n'est pas un combat avec Prigojine, mais c'est le front de la guerre. Félix? Moi, j'allais dire qui est Prigojine, qui est Loukachenko, tout ça, ce sont les filles du même monsieur, Vladimir Poutine. Loukachenko, c'est le père politique de Vladimir Poutine. D'ailleurs, sa dernière élection, ça a été très difficile. Il a fallu un Poutine derrière lui politique. Bon, je dirais même, il a fallu un Poutine pour l'imposer. Alors, en parlant de la Russie, je vais profiter pendant qu'on y est sur ce plateau pour rendre hommage à mon aîné Valentin Bouguin, qui est grand reporter, grâce à qui, moi, par exemple, j'ai pu découvrir l'histoire de cet empire soviétique, mais également qui est réduit maintenant pratiquement à la Russie. Et pratiquement pour mieux comprendre. Lui, je suis sûr qu'il est mieux placé pour nous faire comprendre beaucoup de choses sur tout ce qui arrive dans cette zone Russie-Ukraine. C'est pour cela que nous l'avons invité. Ah oui, parce qu'il a déjà produit des articles qui m'ont permis, moi, de jeter un peu l'œil et qui ont permis d'anticiper ce qui est arrivé maintenant. Donc, Loukachenko, Prigojine, ce sont les mêmes filleuls d'eux. Alors, c'est l'un des filleuls qui vient, qui montre à la fin du mois, je vais attaquer le père. Et l'autre dit, non, on n'y va pas. C'est une affaire familiale, familiale. C'est-à-dire, il est difficile de comprendre aujourd'hui les mêmes médias occidentaux, partis à la crise, comme l'a dit le grand frère, disent qu'on ne sait plus où se trouve Prigojine. Mais Prigojine, subitement, est devenu un personnage médiatique. Il est annoncé en Biélorussie. Et il a annoncé en Biélorussie, mais jusqu'au moment où, à 30 minutes du début de cette émission, on dit qu'on ne sait pas où il est. En tout cas, les médias français disent qu'ils ne savent pas où il est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est en Biélorussie, est-ce qu'il est encore sur le territoire russe, ainsi de suite, il se pose la question. Mais c'est un personnage qui subitement est devenu médiatique, a commencé à sortir des propos un peu, j'allais dire, qui allaient un peu dans tous les sens, qui se révoltaient, qui réclamaient des choses. Je vais la tête du ministre de la Défense, le chef d'état-major, il posait des préoccupations. Et subitement, il avait des sorties vraiment qui n'étaient pas militaires. Parce que l'armée, c'est aussi la grande muette. Mais bon, ce n'est pas un militaire, c'est un chef milicien. Et lui, se taire pour se battre, pour régler le problème, apparemment, il ne le connaît pas. Mais vers la fin, il se retourne pour dire « je vais aller attaquer le pouvoir », ce que l'autre a qualifié d'un coup d'État. Et même, il a été menaçant. Il a dit « ils seront punis ». Il a même sorti 2 fois des expressions dans le sens de ce que ces personnes... Pourtant, il avait refusé de parler de coup d'État. Poutine a parlé de coup d'État. Non, je parle de Prigojine. L'autre a refusé de parler de coup d'État. Et vers la fin, c'est encore l'autre qui intervient pour qu'il n'y ait pas de fusion de sang, que Russes et Russes ne s'attaquent pas.
comment tout ça a été monté. Ce que moi je note, c'est que tout ça intervient à un moment où l'Ukraine annonce une sorte de contre-offensive. Et cette histoire de Prigojine qui retourne en Russie attaquer la Russie a subitement fait disparaître l'histoire de la contre-offensive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un scénario entre Russes pour pouvoir encore, j'allais dire, du point de vue militaire, faire un dilatoire vis-à-vis de l'adversaire? Pour l'instant, on n'en sait rien. Oui. Mais je suis persuadé que dans les jours à venir, cette histoire de Prigojine va nous révéler de grandes choses encore. Oui, et l'enseignant Bakayoko, oui, certaines thèses l'affirment, c'est un vrai faux coup. Moi, je pense que Vladimir Poutine est en train de récolter les actes du monstre que lui-même il a créé. Et je ne suis pas d'accord avec Félix et Debailly qui disent que Prigojine est un filleul de Vladimir Poutine et que de ce fait, il ne peut pas le renverser. Mamadou Doumbia était un des filleuls d'Alpha Condé qui l'a renversé. Damiba avait été nommé par Kaboré. Jamais connu ce monsieur. Mais il était à la tête des forces spéciales guinéennes quand même. Les faits sont là. Les faits sont là. Ça, ce sont les faits. Et si vous voulez, Wagner, c'est comme une sorte, ce sont des supplétifs, c'est vrai, mais c'est comme une force, ce sont des forces spéciales aussi, fabriquées de toutes pièces par Vladimir Poutine. 25 000 hommes, quand même, c'est une armée. On ne dirait même pas que c'est un régiment, plusieurs régiments combinés. Donc, il ne faut pas... Par rapport à l'effectif militaire. Oui, l'effectif militaire, c'est 3 millions de personnes qui sont dans l'armée russe, mais 700 000 sont actifs. Et tout le monde sait que 700 000 qui sont actifs, c'est vrai, c'est un pouvoir qui est tenu de main de fer, mais on sait bien qu'il y a quand même quelques poches de résistance. C'est vrai que Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, a fait nommer Valéry Gerasimov, mais il y a un autre qui a été remplacé, mais il y a en tout cas des pans de résistance au niveau de l'armée russe. Il n'y a pas d'unanimité au niveau de l'armée russe, ça c'est évident, ça c'est clair. Donc je pense qu'il ne faut pas faire croire que Vladimir Poutine a toutes les manettes en main et que de ce fait, Prigojine n'est pas en situation de le renverser. Mais moi je pense que les conséquences de cet acte-là, forcément Vladimir Poutine sort relativement affaibli. Parce que cette défiance de Prigojine-là, on ne peut pas la passer par perte et profit. Oui, justement, c'est la question. Est-ce que Vladimir Poutine sort fragilisé de cette situation, Valentin? Si on s'en tient au récit occidental, encore une fois, nous ne sommes pas sur le terrain. Ce sont les Occidentaux qui vont filmer, qui vont faire les commentaires, qui nous disent ce qui s'est passé. Si on s'en tient à ce récit occidental, on peut penser qu'il est affaibli. Jusqu'à quel point, on ne le sait pas. Vous savez, ce sont les prochains jours qui nous situeront véritablement, comme Félix l'a dit tout à l'heure, qui nous situeront sur ce qu'il en est véritablement de cette marche avortée ou ratée sur Moscou. Par exemple, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour marcher sur Moscou. C'est vrai que Prigojine, à ses accointances, c'est une fabrication aussi de Poutine. C'est vrai, on l'a souvent diabolisé, on a souvent diabolisé la Russie en disant que bon, il crée des monstres et tout ça. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la Russie qui a inventé. Vous savez, la privatisation des conflits armés, c'est une donnée permanente, quasiment permanente de la société internationale depuis au moins 2 siècles. Et les histoires de sociétés militaires privées, c'est depuis l'Antiquité. Simplement, aujourd'hui, les Américains, ils ont bien pratiqué ces histoires de sociétés militaires privées, puisque lorsque je consulte les statistiques d'un organisme américain lui-même, qui dit qu'entre 1992 et 2004, les Américains ont eu recours à des sociétés militaires privées ou supposées-elles pour un montant d'au moins 300 à 400 milliards de dollars, c'est vous dire. Donc c'est quelque chose... Non, j'ai pas fini. C'est quelque chose, la militarisation des conflits, la privatisation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Maintenant, dans le cas de Prigojine, lui, il a créé sa société Wagner. On dit que bon, ça a été avec l'accord de Poutine ou pas. Ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu comme Bob Denard à l'époque en Afrique, où quand il faisait ses coups foireux, quand ça marche, bon, tant mieux. Quand il est dans une situation difficile, ses frères français viennent le tirer de là. Et jamais ses actions n'ont été contre
le régime, les intérêts du régime français. Vous voyez, donc ça veut dire que ça, c'est un phénomène universel aujourd'hui, la banalisation de la privatisation des forces armées. Maintenant, dans le cas de la Russie, eh bien, ce qui est en jeu, à mon avis, c'est une sorte de mobilisation. Vous avez d'un côté le monde occidental qui est mobilisé pour faire tomber absolument Poutine, parce que pour eux, c'est la seule possibilité, en tout cas en l'état actuel des forces en présence, c'est la seule possibilité de remporter la guerre en Ukraine. Il faut créer une sorte de déstabilisation amplifiée. C'est-à-dire, je ne nie pas, comme l'a dit Bakayoko tout à l'heure, qu'il y ait parfois des dissensions au sein de l'état-major russe, au sein de l'armée russe. Il y a des dissensions, certes. Mais il y a aussi une velléité de la part de l'Occident de pouvoir instrumentaliser tout ceci pour faire en sorte que le régime implose. Parce que le défi, l'enjeu pour l'Occident, c'est que le régime implose pour que la guerre s'arrête, selon eux, en Ukraine. Il nous reste malheureusement 2 minutes. Je pense que ça, c'est de l'extrapolation. Il ne veut pas faire l'amalgame. Parce que Bob Denard dont tu parles, mais ça c'était des actions ponctuelles. Mais il n'y avait pas d'armée intégrale envoyée en expédition dans des pays étrangers. Les Bob Denard, tous ces mercenaires qui ont été utilisés. Oui, ce sont mais c'était des groupes ponctuels. À la limite, c'était des groupes clandestins qui étaient là, fomentaient leur coup, venaient engager des actions ponctuelles sous forme de coups d'État, renverser des régimes. Une nuit, 2 nuits, et puis c'est fini. Mais engager aujourd'hui des armées entières dans des conflits intégralement, ça, c'est une nouveauté. Non, c'est pas nouveau. J'ai dit bien ça, c'est une nouveauté. Si vous voulez, donnez-moi des exemples où on peut engager 25 000 hommes dans une milice. Aujourd'hui, au Mali, il y a 1500 forces de Wagner qui sont stationnées, au Mali sur 10 sites. Lors de la guerre d'Espagne. En Centrafrique, il y a 1200... Au moins 10 000 Français se sont engagés comme mercenaires dans la guerre d'Espagne. Ça, c'était il y a à peine une cinquantaine, un demi-siècle. Bon, je voulais juste compléter, parlant de Poutine affaibli, effectivement, soit affaibli dans une situation comme ça. Quand vous avez un groupe armé qui combattait pour vous, qui quitte le théâtre des opérations, c'est clair que vous perdez des troupes qui étaient au front, mais également les troupes pour les troupes qui sont au front, les autres membres de l'armée, il y a une sorte de démobilisation également aussi de voir que ceux-là qui sont une force spéciale qui nous aidait, qui s'en vont. Donc il y a une sorte d'affaiblissement au niveau du front. Mais quand on parle d'affaiblissement vis-à-vis de ces pairs, parce que désacralisés par Prigojine, je pense qu'à ce niveau, ça n'a pas été le cas. La Chine, la Corée du Nord et tous ses amis l'ont félicité. Je suis sûr que ces amis-là savent comment les choses se sont passées. Et je dirais encore, ce qui s'est passé entre Prigojine, Loukachenko et Poutine nous révélera des choses dans le courant de cette semaine. L'infaillibilité de Vladimir Poutine est aujourd'hui remise en cause. On ne peut pas le nier. Les gens ont présenté Vladimir Poutine comme quelqu'un d'invincible. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, on va passer la parole à Sylvain. Moi, je soutenais tout à l'heure que c'était un coup de bluff, ce que vient de faire Prigojine. De toutes les façons, c'est un chef de milice. Donc, peut-être qu'il a voulu monnayer. Il monnaie d'ailleurs même sa participation à la guerre. Donc, il a voulu faire monter les enchères. Et peut-être que ça s'est mal passé. Et puis, bon, on a assisté à cette action. Cela n'a jamais remis en cause les objectifs de la Russie. D'accord. En 30 secondes. Voilà. On a vu en Occident que eux-mêmes, même en Occident, face à ce coup-là, ils n'ont pas beaucoup. Non, tout le monde observe encore. Oui, d'accord. Il est infaillible, à commencer donc par Poutine, mais ce qu'on observe, c'est que toute la propagande occidentale nous a dit à un certain moment que ce monsieur était atteint de 100 000 types de cancers, qu'il était à l'article de la mort, qu'il s'est déplacé avec 2 avions pleins de médecins et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à éclaircir. Et de toutes les façons, ce n'est pas la dernière fois. On va en reparler, on va regarder la situation. Pour ce soir, c'est terminé. Merci, messieurs. Lansine Bakayoko, Félix Boni, Valentin Bouguen, Sylvain Debaillé, merci de nous avoir suivis. L'émission réalisée par l'NPOCA. Merci à toutes les équipes techniques autour. Restez sur RTI1 tout de suite, le journal de 20h. Retrouvez-nous également via votre abonnement TNT, le kit de la télévision numérique terrestre déployé par la société IDT, chez qui vous pouvez évidemment avoir le bon équipement et bénéficier de la télévision numérique gratuite. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.